Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo appartenant à la série des vidéos consacrées pour la révision pour les concours à venir, notamment celui de Sonata. Toujours dans le domaine de l'ingénierie, environmental engineering, l'ingénierie de l'environnement. Aujourd'hui, je vais entamer un nouveau volet qui est la pollution de l'air. Je vous rappelle que quand vous décidez de réviser, vous n'avez pas aucune idée de quoi vous commencez. Je vous conseille de commencer par les types de pollution, les trois types communs, l'air, le sol et l'eau. Après, il faut, comment dirais-je, établir un cours bien détaillé sur les sources, les types, quelles sont les conséquences et pourquoi pas les moyens de remédiation des pollutions et réduction de ce type de pollution. Donc, la fois passée, on a commencé par celui de l'air, celle de l'air, la pollution de l'air, plutôt l'eau. Et aujourd'hui, c'est la pollution de l'air. Alors, sans trop tarder, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, la pollution de l'air est un problème environnemental majeur qui persiste depuis des années et des années. Depuis l'ère de l'industrialisation, la communauté humaine reconnut des problèmes au fur et à mesure liés à ce type de pollution. Elle est impactant à la fois la santé humaine et les écosystèmes. Elle est causée par les présences de substances nocives dans l'atmosphère, qu'on va les détailler par la suite, provenant principalement de deux sources majeures. On a l'activité humaine, telle que l'industrie, l'agriculture et l'urbanisme, et aussi le transport et l'agriculture. Les transports et l'agriculture, il y a aussi une autre source qui est la source naturelle. Voilà, la source de la pollution de l'air provient de diverses sources qui peuvent être naturelles ou anthropiques. Je vous rappelle que anthropique, ça veut dire toujours d'origine humaine. Les principales sources de la pollution de l'air sont les suivantes. En commençant par les types voilà, les sources de l'activité humaine, qui sont responsables d'une grande partie de la pollution de l'air. C'est vrai que les sources naturelles sont accidentelles, sont aussi occasionnelles et aussi elles ne couvrent pas une grande partie et sont reconnues aussi comme des sources de pollution accidentelles et ponctuelles. Bon, ça peut aller vers couvrir, par exemple, si on parle de l'éruption volcanique, elle peut, par exemple, couvrir une grande surface et aller vers des milliers et des milliers de kilomètres, mais pas autant que les conséquences de l'activité humaine, parce qu'elles sont là depuis des siècles et des siècles, et elles comptent à périner, et aussi elles comptent à résister. Le premier type, c'est la combustion des combustibles fossiles. Oui, c'est l'énergie fossile. La combustion des combustibles fossiles, c'est trois types déjà mentionnés, le charbon, le pétrole et le gaz naturel, qui visent à la production de l'énergie et qui est utilisée dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de transport, l'industrie et le chauffage urbain. Ces activités émettent une large gamme de polluants. Alors, par exemple, on a le premier gaz qu'on connaît tous depuis notre enfance, le dioxyde de carbone. C'est le principal composant des gaz à effet de serre. Cette molécule, elle est reconnue par son aptitude et sa capacité de piéger des grandes températures, des grandes chaleurs. Et deuxième type, on a l'oxyde d'azote, le NOx. Ce type de gaz contribue à la formation de l'ozone troposphérique et des pluies acides. Bon, je vais m'attarder ici pour vous expliquer deux termes qui ont déjà mentionné. L'ozone troposphérique. Nous savions tous que l'ozone, sa couche normale, c'est la couche là où il doit se retrouver, c'est l'atmosphère, plutôt c'est le stratosphère. D'accord? C'est une couche supérieure. C'est là où il fait correctement son travail
comment dirais-je, d'arrêter les rayons qui viennent voilà, comment dirais-je, les éléments qui proviennent du soleil, qui sont nocifs pour le globe terrestre. Donc, il vient de protéger la Terre, tout court. Mais à cause de la présence de quelques gaz, notamment le NOx, ce gaz-là, c'est un gaz qui favorise, qui favorise la production de l'ozone troposphérique. Cette ozone, si elle existe dans notre troposphère, elle, euh, elle est, euh, elle est considérée comme étant un gaz plutôt nocif pour les êtres vivants en général. Et aussi, les pluies acides se forment à cause des séries de réactions entre le NOx et la vapeur, ou bien, bon, à la base, c'est la molécule d'eau, les molécules d'eau, pour produire ce qu'on appelle l'acide nitrique, un constituant majeur des pluies acides. Et ce type de phénomène, c'est la production des pluies acides, va avoir des conséquences dévastatrices sur tout d'abord l'être humain et aussi les autres êtres, que ce soit faune, flore, même les micro-organismes. Un autre type de gaz issu de la combustion incomplète des combustibles, c'est le monoxyde de carbone. Ce gaz-là, c'est très, très toxique. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur féminiser le carbone. Je ne sais pas pourquoi. Le gaz. Alors, c'est un gaz toxique qui réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène. Et c'est un gaz aussi qui est très, il est même plus toxique que le CO2, hein. Un troisième type, maintenant, on ne va pas parler des gaz, mais on va parler de particules fines, des trucs qu'on peut les détecter. Bon. Relativement. On a les PM10 et les PM2,5. Ça veut dire quoi les PM10 et 2,5? En fait, PM, ça veut dire particulate matter. C'est matière particulière. Ce sont des particules fines, voilà. Particulières plutôt. Ces matières-là, 10, se réfèrent à ce qu'on appelle la taille des molécules. C'est par exemple 10 micromètres. Et PM2,5, c'est la même chose, mais dans ce cas-là, on parle de 2,5. Ce sont des particules plus fines que celles de PM10. Ces particules-là affectent la respiration et la santé cardiovasculaire directement, parce que ce sont considérées comme des impuretés qui se trouvent dans l'air et euh, qui ont comment dirais-je, des effets néfastes pour voilà, tout ce qui est lié à la respiration, tout ce qui est système respiratoire, que ce soit cœur, poumon, les vaisseaux sanguins aussi. Alors, on a aussi un autre type qui est le composé organique volatile. Euh, bon, on les considère comme étant des gaz instables qui peuvent s'échapper dans l'air ambiant à des températures très ambiantes et très modérées. Ces gaz-là sont souvent responsables de la formation d'ozone aussi dans notre atmosphère. Donc, si quelqu'un vous pose la question quels sont les gaz ou bien les constituants qui sont responsables de la formation de l'ozone troposphérique d'une manière majoritaire, j'insiste du mot majoritaire, vous pouvez mentionner le NOx et l'oxyde d'azote et aussi les COV, les composés organiques volatiles. On a aussi un autre type qui est le dioxyde de soufre qui contribue à l'acidification du sol et des eaux. À cause de quoi? Bien sûr, c'est la même chose, une série de réactions qui finissent par produire ce qu'on appelle l'acide sulfurique. Alors, permettez-moi juste de vérifier quelque chose. Après, je reviens pour vous. Ok, c'est juste pour vérifier, est-ce que je suis en train d'enregistrer ou pas? J'aimerais pas parler pour 1 heure et après, je trouve que, voilà, rien n'était enregistré. Alors, je reviens vers la source anthropique, voilà, elle est là. Alors, exemple de source. D'où vient le CO2? C'est voilà, c'est à cause de l'établissement des centrales électriques qui utilisent le charbon. L'incinération du charbon produit le CO2. Et d'autres gaz, par exemple, on a ces centrales électriques qui utilisent le charbon, le gaz, le pétrole pour produire l'électricité. On a le transport.
une activité qui contribue d'une manière très majoritaire dans la production de gaz à effet de serre, ou bien ces gaz-là nocifs pour l'environnement, pour l'air. Surtout la présence des véhicules à moteur qui brûlent les carburants fossiles pour produire l'énergie motrice. L'industrie, les usines qui brûlent les combustibles fossiles pour alimenter le processus de la production. Voilà, en quelque sorte. Et le chauffage résidentiel et commercial, surtout dans les villes les plus agglomérées, les plus chargées par les populations. À cause des systèmes de chauffage qui se basent bon, c'est pas dans la majorité des temps, mais d'une manière particulière sur le charbon, le bois, qui peuvent émettre aussi des polluants. OK. Alors, maintenant, on passe tous à un autre type ou bien une autre source, toujours dans les mêmes sources anthropiques, d'accord? C'est l'agriculture. Oui, bien sûr, bien qu'il s'agisse d'une activité qui contribue dans ce qu'on appelle la satisfaction alimentaire, je sais pas, la sécurité alimentaire, voilà, mais elle vient aussi avec des dommages. Donc, l'agriculture moderne génère plusieurs types de pollution de l'air, principalement en raison de l'utilisation des engrais et de produits phytosanitaires. Alors, quand on dit des produits phytosanitaires, il y a une large gamme entre les pesticides, les insecticides, les fongicides, tout ce qui ils sont destinés par chaque type d'organismes qui peuvent être nocifs, qui peuvent altérer le développement des agricultures. Donc, le premier gaz, c'est l'NH3, l'ammoniac, mesdames et messieurs, qui est émis par les fumiers et les engrais et les activités d'élevage. Le méthane. Alors, je suis une personne qui respecte toutes les perspectives et toutes les raisons et toutes les activités, tant qu'elle n'est pas nocive pour l'humanité et pour les écosystèmes aussi. La production de méthane par les fermentations des matières organiques dans les estomacs des ruminants, tels que les vaches et les moutons, c'est la raison pour que certains végétariens et vegans, ils stipulent que voilà, on doit arrêter de manger la viande parce que c'est une activité qui produit du méthane. Oui, ils ont raison, mais il y a d'autres produits. Alors, si on décide de boycotter une activité, on doit les boycotter tous, ou bien, je sais pas. Il faut toujours avoir le concept de modération, ok? Bon, je ferme la parenthèse. Maintenant, je passe aux pesticides et les coves. Oui, parce que si, par exemple, on utilise les pesticides et des engrais là, vu qu'elles se constituaient des poudres et d'autres éléments, ces éléments-là peuvent échapper dans l'air ambiant et peuvent aussi être nocifs pour tout ce qui est système respiratoire. Parce que c'est toujours ce qui est constitué des produits chimiques tels que le DDT et d'autres éléments qui sont pas dans la tête maintenant, dans les cultures peuvent se volatiliser dans l'air et provoquent des problèmes de qualité de l'air. On trouve par exemple dans une atmosphère turbide, carrément, dans certaines régions. Le quatrième type, c'est les particules fines. Les PM, comme je l'ai déjà énoncé dans la diapo précédente. En fait, le diapo précédent plutôt, les poussières générées par les activités agricoles, comme le labourage, le harf en arabe, et la récolte. Donc, le labourage, vu qu'il s'agit d'une activité mécanique et qui sert à bien préparer la terre pour une activité d'agriculture, elle contribue aussi dans la génération des particules fines et les échappées dans l'air, qui contribuent aussi dans la pollution de l'air. Donc, on récupère ensemble quels sont les constituants majeurs générés par l'agriculture et qui peuvent être s'échapper dans l'air. On trouve un, le gaz de l'ammoniac qui provient des fumiers, deux, le gaz de méthane, le CH4. On a aussi les pesticides et les coves et derrière moi, on peut trouver aussi les particules fines. Il y a aussi d'autres composants, mais on se focalise sur les plus mentionnés, les plus répandus. Quoi, on a le processus industriel. Toute activité industrielle qui sert ou bien qui génère comme des byproducts, comme des déchets, et même aussi qui
qui accompagne le processus industriel, oui, elle libère de nombreux polluants dans l'air. Entre autres, on trouve le monsieur dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote, le NOx et le SO2. Ces composés, ces gaz sont émis par les raffineries de pétrole et l'industrie chimique. Chaque industrie qui fait appel à ces deux composés, le soufre et le NOx, qui rentrent dans plusieurs et une large gamme d'activités. Bonjour, je ne peux pas trouver une activité industrielle qui ne peut pas survivre sans ces deux composés-là, hein. C'est pour cette raison-là qu'on les trouve toujours émis dans l'air. Deuxième type, on trouve les COV et autres gaz toxiques, comme les COV, je répète toujours, sont les composés organiques volatiles. Ces produits chimiques volatiles utilisés dans la fabrication de peintures, c'est tout. Écoutez, quand vous devez penser par exemple à quelques exemples qui émettent quelques exemples d'activités qui émettent les COF, ou COV, ou bien les COV comme vous voulez, vous devez toujours penser à une industrie qui a des odeurs, notamment la peinture, la fabrication de parfumerie, la fabrication de une large gamme d'activités. Donc, les produits chimiques volatiles utilisés dans la fabrication de peinture et des solvants aussi. Oui, voilà, j'allais oublier. Et des produits chimiques qui peuvent se libérer dans l'air libre. Troisième point, c'est les particules fines. Ces particules fines, là où il y a des poudres, là où il y a des produits chimiques en forme de poudre, on les trouve. On les trouve. D'accord? Les procédés industriels comme la fabrication du ciment, métallurgie, qui génère des particules en suspension. Donc, on a les particules fines qui ont généré surtout par la fabrication du ciment. Et d'autres composés aussi. On peut, par exemple, trouver oh là là, j'ai oublié chaque type. Je ne sais pas si, par exemple, vous trouvez certains, par exemple, comment dirais-je, j'allais oublier, l'industrie, voilà, qui produit les produits de volaille. Vous trouvez toujours une grande vague qui accompagne cet établissement, cette société, et qui échappait dans l'air et à plusieurs. Même c'est pas bon, même pour côté visuel, hein. Et ça peut avoir d'autres conséquences négatives, hein. Non seulement l'aspect esthétique de la vie. Donc, le processus industriel est lié à l'échappement de SO2, NOx, les COV et aussi les particules fines. Plutôt quatre. On a une activité qui est censée être là pour trouver des solutions pour les déchets, mais elle est aussi accompagnée par l'échappement des gaz. Dans ce cas-là, on parle de la gestion des déchets par le biais de l'incinération par le biais de l'incinération ou bien ou bien l'enfouissement. Donc, la gestion des déchets, en particulier les déchets organiques et plastiques, pour entraîner la pollution de l'air. Un, à travers l'incinération des déchets, surtout les déchets solides municipaux ou industriels, qui émet des composés volatiles et des particules fines, du dioxyde de soufre et le monoxyde de carbone surtout, lorsqu'il s'agit toujours d'une combustion incomplète. Deuxième type, c'est la décharge et les sites d'enfouissement. Oui, parce que la décomposition des déchets organiques dans les décharges génère majoritairement le méthane et d'autres gaz. Tout dépend de la composition de ces euh, ordures. Voilà. Et le CH4, CH4, permettez-moi juste d'en voir une petite cuillère de café. Alors, c'est un gaz aussi considéré comme étant un puissant responsable de GES, gaz à effet de serre. Alors, un autre type d'activité qui contribue aussi dans la génération et l'émission de ces gaz-là, c'est l'urbanisme et la construction. Alors, l'urbanisation rapide, surtout la construction d'infrastructures, augmente la pollution de l'air, surtout l'émission des poussières. Qui dit poussière, particules fines. Dans les chantiers de construction, voilà, qui génèrent une large gamme et une grande quantité de particules. Par aussi, même de processus de démolition des infrastructures, hein. Ce n'est pas seulement la construction. Là où il y a de béton, ciment,
et d'autres constituants, on trouve les particules fines. Et aussi l'émission de gaz de chauffage et de transport, liées toujours à l'urbanisation dans les zones urbaines, parce que là où il y a l'urbanisation, il y a l'activité de transport, donc on parle toujours des émissions des véhicules, systèmes de chauffage qui contribuent à la pollution toujours de l'eau. Alors, on passe maintenant aux sources naturelles. Concernant les sources naturelles, on a le volcanisme. Bien qu'il est occasionnel, mais elle peut générer aussi des dégâts. Non seulement les dégâts en matière de perte de vie et perte de matériel, mais aussi des dégâts dans l'air. Et si vous voulez, Haka, vous rappeler un exemple très vital et très récent, vous pouvez par exemple vous penser à l'éruption volcanique dans les îles de l'Espagne. Il y a des centres qui sont allés à des kilomètres et des kilomètres de surface et ils ont couvert aussi des grandes surfaces dans l'air. OK? On a le dioxyde de soufre, le SO2, un accompagnant très fidèle à l'éruption volcanique. C'est un principal gaz émis lors de l'éruption volcanique. Deux, on a les cendres volcaniques. On les appelle aussi les suies, quelque chose comme ça. Ce sont des particules fines qui peuvent être transportées sur des longues distances et affectent la qualité de l'air. On parle des cendres grises ou noires qui sont là pour provoquer ou bien produire, pour causer la turbidité de l'air, manque de visibilité, des problèmes respiratoires, parce que ces particules-là vont finir de se retrouver dans notre système respiratoire. Et là aussi, la vapeur de l'eau et d'autres gaz. La vapeur de l'eau, oui, bien que c'est un composé naturel qui peut être aussi se produire sans l'intervention de l'homme, mais elle est là aussi pour causer un problème de turbidité, deux problèmes d'humidité, les taux d'humidité et l'humidité. Bon, si vous voulez savoir quel est l'impact de la présence d'une grande teneur d'humidité dans l'air, vous pouvez poser la question aux gens qui souffrent de l'asthme. Parce que la vapeur d'eau qui peut avoir des effets secondaires sur le climat. Voilà, ce ne sont pas des effets euh, primaires, mais ce sont des effets secondaires. Mais sont considérables aussi. Hein. Donc on a dit la source naturelle numéro 1, c'est le volcanisme. Source naturelle numéro 2, c'est l'incinération des forêts, les feux de forêt. Que ce soit leur source ou bien leur élément déclenchant, c'est un élément humain, ou bien c'est spontané à cause de quelques modifications ou bien quelques phénomènes climatiques. Vu qu'elle affecte les forêts, donc on peut la considérer comme étant un élément naturel, une source naturelle. Alors, ces incendies, ces incendies de forêt peuvent causer le CO2, libérer aussi des particules fines par toujours de PM10, PM2,5, qui affectent la respiration, la santé cardiovasculaire. Et on a aussi le CO2 et d'autres gaz. Il y en a aussi, bien sûr, le composé numéro 1 libéré par le phénomène de combustion, c'est le CO2. Alors, un troisième type, eh bien, source, on appelle les émissions biogènes, qui est lié à quoi? Les phénomènes purement naturels. Donc, certaines émissions proviennent de dégradation naturelle de la matière organique. On parle dans ce cas-là de méthane, qui est produit par les marais, les zones humides et la dégradation de matière organique dans les sols, surtout dans les zones eutrophiques, là où il y a beaucoup plus de matière organique. Si elle n'est pas s'oxyder par le biais aérobique, elle peut aussi être fermentée. Dans ce cas-là, elle va échapper ce qu'on appelle le gaz à effet de serre, le CH4. On a aussi le monoxyde de carbone libéré lors de la dégradation des végétaux dans certains écosystèmes. Oui, et elles peuvent être accompagnées par la libération de CO et pas le CO2. Donc, en résumé, les trois types de sources naturelles de la pollution de l'air, on trouve le volcanisme, le feu de forêt et les émissions biogènes, que ce soit le méthane ou bien le CO. Ce sont liés toujours à la dégradation naturelle de matière organique. En conclusion, bon, c'est une conclusion préliminaire, c'est une conclusion, c'est juste pour le premier chapitre. La pollution de l'air provient d'une large gamme ou bien un large éventail de sources humaines ou bien naturelles.
Les sources anthropiques telles que les émissions de transport, l'industrie, combustion du combustible fossile sont responsables de la majorité des problèmes parce que celles-là, elles persistent, elles ne se comptent pas s'arrêter et aussi elles sont là depuis des, des N années. Sont responsables de la majorité des problèmes de la pollution de l'air, tandis que les sources naturelles, bien que moins significatives plutôt, elles jouent également un rôle important. La gestion et la réduction de la pollution de l'air nécessitent des efforts ciblés pour réduire les émissions industrielles et aussi la consommation de l'énergie fossile, tout en prenant compte des sources naturelles. Donc, les sources naturelles, elles sont là. On ne peut pas les réduire, mais on peut les prévenir. Alors, conséquences de la pollution de l'air. Il existe multiples résultats liés directement ou indirectement de la pollution de l'air. Cette pollution a des conséquences graves sur la santé humaine, l'environnement et le climat. Donc, on a trois victimes majeures de cette activité. Ces impacts peuvent être directs ou indirects à court terme ou à long terme et affecter à la fois les individus et les écosystèmes. Voici un aperçu détaillé des principales conséquences. Alors, on commence tout d'abord par la santé humaine, vu que nous sommes des espèces un peu... bon, c'est pas hypocrite, nous sommes des espèces... comment ça s'appelle? How to say it? We are selfish. On est des espèces... oh, j'ai oublié le terme. Bon, je vais le chercher dans le livre. Ces impacts peuvent être directs ou... Bon, j'ai déjà dit ça. Hein. Alors, conséquences sur la santé humaine. Bon, mesdames et messieurs, ces illustrations, ce n'est pas moi qui les ai faites. Hein. Il y a un site qui s'appelle SlideGoShare. Allez vers ce site-là et téléchargez une large gamme qui répond à vos attentes. D'accord? Que ce soit vous êtes étudiant, professionnel, ou tout simplement une personne curieuse, vous pouvez les découvrir. Alors, les effets de la pollution de l'air sur la santé sont nombreux, allant des troubles respiratoires légers ou des maladies graves, et peuvent affecter tout groupe d'âge, surtout les enfants et les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes vulnérables en général, et celles ayant des problèmes de santé préexistants. Un problème respiratoire. Le problème numéro un, le plus répandu, c'est l'asthme. Bon, je vais dire l'asthme, je ne sais pas. C'est un asthme. La pollution de l'air peut aggraver l'asthme, provoquer des crises d'asthme et rendre la respiration plus difficile. C'est vraiment désolant. Vraiment désolant parce que c'est comment dire, l'existence de cette maladie est toujours liée donc des villes urbaines. Bon, il y a une quasi rareté dans les régions là où il n'y a pas trop d'urbanisme, il n'y a pas d'activités de transport. Hein. On a aussi la bronchite chronique et emphysème. L'emphysème, c'est une maladie qui est liée au poumon, je pense, qui est manifestée par le gonflement des poumons. L'exposition prolongée à des niveaux élevés de la pollution de l'air peuvent endommager les poumons et conduire à des maladies respiratoires chroniques. Donc, on a l'asthme, deux, bronchite chronique et emphysème. L'infection respiratoire, oui, surtout ceux qui sont liés à des particules très très fines. Dans ce cas-là, on parle de PM2,5 et d'autres polluants qui augmentent la susceptibilité aux infections pulmonaires et aux maladies respiratoires telles que les pneumonies. Parce que ces particules fines-là sont des transporteurs de certains organismes, de certains composants polluants et considérés comme des impuretés dans l'air. On a aussi la maladie pulmonaire obstructive et chronique, l'MPOC. Permettez-moi juste de me rappeler, bon, je vais fermer les yeux. C'est une maladie pulmonaire obstructive et chronique. Voilà. La pollution contribue au développement de MPOC, un groupe de maladies qui obstrue la voie respiratoire, qui bloque et qui empêche une respiration normale. Parce que ces éléments-là, exogènes, qui vont se retrouver dans la circulation sanguine et peuvent répandre dans tout le corps humain. Donc, on a quatre types. Bon, on a mentionné l'asthme, bronchite chronique, des infections respiratoires et maladies pulmonaires obstructives chroniques. Un autre type, c'est les maladies cardiovasculaires, surtout ceux qui sont liés aux parties présentes des particules fines et d'autres gaz.
L'exposition à long terme aux polluants de l'air, notamment les particules fines et les oxydes d'azote surtout, augmente le risque des maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, l'AVC et l'hypertension. On a aussi, si ces problèmes ou bien ces symptômes persistent, on peut se retrouver à des problèmes aussi beaucoup plus avancés. L'attaque cardiaque, dans la majorité des cas, c'est la pollution de l'air peut provoquer une inflammation des vaisseaux sanguins, réduisant le flux sanguin et augmente le risque d'attaque cardiaque. L'augmentation de la morbidité et la mortalité. Parce que les personnes vivant dans des zones avec des niveaux élevés de la pollution de l'air, bon, on peut citer plusieurs villes, là. Par exemple, New Delhi, en Inde. Les gens n'arrivent pas à voir le sommet de l'Himalaya, même s'il existe à des distances qui n'est pas considérées relativement très loin. Sont plus susceptibles de souffrir des maladies graves, ce qui peut conduire à une espérance de vie très réduite. Voilà. Voilà, donc on a les problèmes cardiaques, l'augmentation de la morbidité et la mortalité, et les problèmes respiratoires aussi. Un quatrième point, c'est l'effet sur les enfants. Et croyez-moi, il y en a aussi une large gamme. J'ai découvert pas mal de conséquences très étonnantes et très susceptibles de survenir. Le retard de développement pulmonaire. Vu que ces gaz-là vont se retrouver dans le poumon des enfants, donc elles peuvent affecter leur développement pulmonaire. Parce que l'exposition à ces polluants-là pendant l'enfance peut altérer le développement des poumons et entraînant des problèmes respiratoires à long terme. Deux, l'effet neurologique. Croyez-moi ou non, oui, ces gaz-là, ces éléments-là, ces impuretés peuvent attaquer aussi les systèmes nerveux des enfants et qui peuvent causer ce qu'on appelle les troubles de développement cérébral, ce qu'on appelle aussi des troubles cognitifs, voilà, des déficits cognitifs. Voilà, ça existe déjà dans le texte. Donc, et problème aussi, même problème d'attention. Et on peut les voir déjà dans nos enfants, hein. Ça, ce problème-là existe déjà. Ce n'est pas un problème qui peut survenir dans les années prochaines. Non, c'est déjà existant. On a aussi l'augmentation des risques de cancer. Oh là là. L'exposition à long terme aux polluants, comme le benzène surtout, est un composé organique volatile qui peut augmenter le risque de cancer chez les enfants, en particulier dans les maladies du sang, le cancer du sang, la leucémie. Un deuxième victime, voilà, de la pollution de l'air, c'est l'environnement. La pollution de l'air a des effets dévastateurs sur les écosystèmes, la biodiversité et les ressources naturelles. Les pluies acides. Oh là là, je ne sais pas pourquoi ce problème persiste jusqu'à aujourd'hui. Les gaz polluants tels que les dioxydes de soufre, les O2 et les oxydes d'azote, les NOx, peuvent réagir avec l'humidité de l'air et peuvent former des acides. On a l'acide sulfurique, résultant de l'SO2, et l'acide nitrique, résultant de NOx. Ces pluies acides ont plusieurs effets nuisibles sur l'environnement. L'endommagement des sols. Elles rendent les sols plus acides, ce qui nuit aux plantes et aux forêts, et peut provoquer aussi une perte de fertilité. Dans ce cas-là, la sécurité alimentaire devient un autre victime, un autre problème, hein. L'acidification des plans d'eau. Les pluies acides peuvent rendre les lacs et les rivières, surtout les cours d'eau lentiques, ceux qui ne connaissent pas beaucoup de mouvements. Les pluies acides peuvent altérer parce qu'elles peuvent menacer directement la vie aquatique, surtout les poissons et les algues aussi, parce que ces éléments-là, ces êtres vivants, connaissent ce qu'on appelle les balances écologiques, notamment le pH, la température. Je dis pH, c'est l'acidité dans ce cas-là, parce que chaque espèce a une nuage envers ce qu'on appelle ces éléments-là, ces paramètres qui peuvent survivre. S'il y a des changements, que ce soit augmente ou bien elles diminuent, elles peuvent s'arrêter. Je vous donne un exemple, l'acidification des océans. C'est un phénomène très alertant
alarmant, alertant, je ne sais pas comment, c'est quoi l'adjectif juste, parce que dans ce cas-là, l'acidification des océans, on a une diminution, et elle n'est pas considérée même dans l'échelle de pH comme étant acide, mais elle peut avoir des effets très très néfastes avec la vie aquatique. Par exemple, bon, il y a une grande diversité de problèmes, mais on peut trouver par exemple, parmi eux, ce qu'on appelle, oh là là, j'ai oublié, les récifs coralligènes. Oui, ce sont un victime qui souffre, il souffre depuis des années et on souffre encore, hein. La dégradation des bâtiments et des monuments, parce que le ciment, le composé, le constituant majeur de ciment, c'est le calcaire, c'est tout ce qui est lié à ouais, voilà, le calcaire. Donc, les pluies acides calcaire et aussi ouais, les armatures en fer. Donc, ces pluies acides peuvent corroder les structures en béton, métal et le monument, causant des dommages matériels importants. Donc, les pluies acides endommagent les sols, acidifient les plans d'eau et dégradent les bâtiments et les infrastructures. Deuxième point, deuxième résultant, c'est la perte de végétation. Donc, dans ce cas-là, on parle de la détérioration de la biodiversité. Et là, le gaz le plus démon, le plus diableux, oh, ah, j'ai oublié mon français, mesdames et messieurs. Les polluants diaboliques, voilà. Les polluants tels que les oxydes d'azote, NOx et l'azote et l'ozone, le 3, peuvent endommager les feuilles des plantes et réduire leur capacité à effectuer la photosynthèse. On a aussi une autre menace pour la faune parce que la pollution de l'air peut perturber les habitats naturels des animaux, affecte leur comportement et aussi leur reproduction et leur survie. Dans ce cas-là, on est à un problème directement majeur lié à l'extraction. Par exemple, les insectes, les oiseaux et d'autres animaux peuvent être affectés par le changement dans les plantes qu'ils consomment ou par des substances toxiques. Parce que déjà, permettez-moi juste d'ouvrir une sorte de parenthèse. La végétation, notamment au niveau de leurs feuilles, s'ils, par exemple, affectent par le NOx ou bien d'autres composés, dans ce cas-là, ils vont activer un mécanisme de défense. Et l'un des mécanismes de défense, et bon, je connais ce phénomène-là, par exemple, dans les herbiers épisodes de Posidonie. Ils vont libérer un composant qui s'appelle l'éthénin, le cellules athénant. Et croyez-moi, elle a un goût très amer et très, très désagréable. Donc, ces espèces-là, ces faunes, ces animaux, qu'est-ce qu'ils vont manger? La question qui se pose. Je ferme la parenthèse et je passe directement au troisième point. Voilà une petite illustration qui vous donne une idée de ce qui va arriver par la suite. L'altération des écosystèmes aquatiques. Et en tant qu'ingénieur d'État en environnement marin,